Et la grande question, c'est comment je fais pour prendre en compte ces énergies dans ma conception, pour éviter à mes clients de vivre, des problématiques énergétiques. On va voir du coup les énergies à prendre en compte à chaque étape de la conception. Quand je parle des étapes de la conception, vous allez vous retrouver plutôt dans une étape ou dans une autre, mais évidemment, j'ai envie de vous dire que tout est à prendre en compte à chaque fois, mais disons que là, j'ai essayé vraiment de vous apporter des clés pour que ça vous soit utile, hein, dans votre quotidien. Alors, on va voir un peu les différentes étapes. Il y a toutes les études préliminaires. J'ai vu qu'il y avait une personne qui était urbaniste. Bah, typiquement, pour les urbanistes, paysagistes, les personnes qui vont planifier à grande échelle les conceptions, les emplacements de construction. Euh, on a l'étape évidemment de la conception du bâtiment. On a l'étape des travaux et de la vente. Alors ça, je vais les mettre ensemble. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on a le même type de problématique à ces moments-là. Et puis l'étape de l'aménagement intérieur, la décoration de l'intérieur. Donc voilà, je l'ai classé comme ça. Évidemment, parfois c'est un petit peu différent en fonction de si c'est une rénovation, et cetera, mais voilà. Alors on va commencer par les études préliminaires, donc le moment où on va finalement choisir les terrains à bâtir. Pendant ces moments-là, si vous voulez commencer à prendre en compte les énergies, je vous invite à être particulièrement vigilant aux mémoires de sol. Alors pourquoi? Parce que en fait, à ce moment-là, c'est le moment où on pourrait éventuellement éviter, à de nombreux habitants de vivre des problématiques. Donc là, je vous ai mis une photo avec l'exemple du quartier Saint-Cernin à Bordeaux. Vous voyez, c'est très récent, c'était il y a quelques mois, où en fait, en faisant les constructions de trams ou de bus, je sais plus, ils ont découvert des sépultures, de nombreuses sépultures autour de la cathédrale Saint-Cernin. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de sépultures, on peut imaginer qu'il y en a sous la route encore, hein, certainement sous les bâtiments également ici. Alors, il faudrait aller voir sur place pour voir si le lieu a enregistré énergétiquement, l'information, mais en gros, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une mémoire de sol d'anciennes sépultures ici, dans cet endroit, et donc ça peut vraiment impacter énormément, eh bien, la qualité de vie des habitants. Avec notamment quand il y a des sépultures, on peut avoir, ben, de nombreuses entités qui sont restées sur le lieu, voilà, il peut y avoir beaucoup, de problématiques. Donc comment on fait si on n'est pas géobiologue pour savoir s'il y a des mémoires de sol? Alors la première chose qu'on peut regarder, à laquelle on peut être attentif, c'est la toponymie des lieux. Donc la toponymie des lieux, hein, c'est le nom des lieux. Regardez comment s'appellent les lieux. Vous savez, parfois sur les cartes IGN ou sur d'anciennes cartes, on peut avoir des informations sur les lieux dits, etc. Par exemple, je repense à La Réunion, il y avait un endroit qui s'appelait Îlette à Malheur. Bon, on se doute qu'il n'y a pas eu des choses super joyeuses qui se sont passées, vous voyez? Voilà, donc on peut déjà commencer à avoir des informations comme ça. On peut aller regarder, est-ce qu'on connaît l'histoire des lieux? Est-ce que on peut aller demander un petit peu si on sait s'il y a eu des choses? Alors évidemment, ça va remonter à mémoire d'homme, mais sous nos pieds, il y a des centaines et des centaines et des milliers d'années, d'occupation humaine sous nos pieds, hein, donc on n'a pas toutes les informations. On peut aller voir, est-ce qu'à proximité, de la parcelle à construire, il y a une église, une ancienne chapelle? Est-ce que, c'est un lieu qui était anciennement peut-être une décharge? Ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des choses à aller voir, parce que tout ça, ça peut avoir un impact sur le ressenti des habitants. Et donc, quand on a des informations de ce type, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut éviter de construire sur ces parcelles? Est-ce qu'on peut éviter à des habitants d'avoir ce type de problématique? Donc soit on va pouvoir éventuellement éviter ça, soit on va pouvoir du coup, bah, intervenir en amont en allant harmoniser le lieu en amont. Donc harmoniser, ça veut dire entre autres, eh bien, libérer le lieu de ses mémoires énergétiques pour pouvoir construire sur le lieu de façon beaucoup plus saine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, au fur et à mesure et puis je prendrai le temps de vous répondre, à la fin. Deuxième chose qu'on va regarder en étude préliminaire, c'est aussi l'environnement électromagnétique qui est extrêmement important. Est-ce qu'il y a des antennes relais? Est-ce qu'il y a des gros pylônes électriques de ce type, vous voyez, des très hautes tensions? Est-ce qu'il y a des transformateurs EDF à proximité? À quelle distance des parcelles que l'on veut construire? Est-ce qu'on peut essayer de s'éloigner au maximum de ce type d'installation? Là, par exemple, je vous ai mis l'exemple d'un gros pylône, à haute tension qui lui va émettre donc des basses fréquences.
Donc rappelez-vous, hein, tout à l'heure, les basses fréquences, les hautes fréquences. Les basses fréquences, elles vont avoir un niveau particulier en été, elles vont être beaucoup plus importantes en hiver, puisqu'en hiver, il y a beaucoup plus d'électricité qui passe. Et puis, il y a ce qu'on appelle des courants vagabonds qui peuvent se créer parce qu'en fait, le transport d'électricité génère une perte d'électricité. Cette électricité perdue va en fait, c'est un peu comme de l'électricité statique, hein. Elle va finalement circuler, et elle peut venir, en fait, générer des problématiques dans l'habitat et des problématiques de santé évidemment. Donc à chaque fois, je vous donne voilà des petits conseils, hein, des petits tips, après vous verrez comment les intégrer dans vos conceptions. Ensuite, on passe à la partie conception. Alors quand je parle de la partie conception, c'est le moment où on va vraiment, peut-être implanter le bâtiment, là ça va s'adresser plutôt aux architectes. On va implanter le bâtiment sur la parcelle, on va dessiner l'agencement des pièces. Voilà, donc c'est une étape, quand même assez importante aussi. À ce moment-là, à nouveau, eh bien, on va à nouveau s'interroger sur l'environnement électromagnétique. Est-ce que je peux éloigner au maximum, l'habitat par exemple, si j'ai une parcelle avec un transformateur EDF, comment je fais pour éloigner au maximum la maison du transformateur EDF? Comment je peux faire pour préserver en fait, les habitants des installations électriques spécifiques? Alors ça passe par ce qu'il y a dans l'environnement, mais ça passe aussi par ce qu'il y a dans la maison. Comment je fais pour installer le compteur électrique, par exemple, dans un endroit peut-être plus de passage? Je vais éviter de le mettre, par exemple, juste, voilà, dans un local technique et puis comme par hasard, derrière le local technique, j'ai la chambre avec la tête de lit qui vient contre le mur de ce local technique, par exemple, vous voyez? Donc je vais essayer d'éloigner au maximum les sources de d'ondes électromagnétiques et puis on peut même prévoir des travaux particuliers pour les ondes électromagnétiques. Ensuite, il y a les influences souterraines. Donc là, le moment de la conception, donc où on va agencer par rapport à la parcelle, ça va être important d'aller voir, est-ce qu'il y a des perturbations souterraines? Par exemple, est-ce qu'il y a des veines d'eau? Est-ce qu'il y a des failles? Tout simplement parce que, on va essayer d'éviter de positionner les chambres ou les lieux dans lesquels on va rester, stationner longtemps sur ces endroits-là. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Hem, Par exemple, sous un bureau, vous savez, cet endroit où on va rester pendant 7 heures assis, derrière son ordinateur. Le lit dans lequel on va rester entre 6 et 8 heures, par nuit, de façon statique. En fait, on va essayer d'éviter de rester de façon prolongée sur une veine d'eau souterraine. Alors je vous explique pourquoi, là je vous ai mis un joli schéma. Donc là, c'est la veine d'eau souterraine. Donc là, il y a le petit bonhomme, vous voyez, c'est le géobiologue ou le sourcier qui passe avec ses baguettes. On va s'intéresser particulièrement au schéma du haut. Donc là, ce sont les nanotesla. Les nanotesla, c'est l'unité de mesure pour mesurer, en fait, le champ magnétique terrestre. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'aplomb d'une veine d'eau, le champ magnétique terrestre, eh bien, s'abaisse complètement. Alors, du coup, ce qui fait que, le sourcier qui va passer avec ses baguettes ou le géobiologue, tout de suite, son corps va ressentir cette chute du champ magnétique, donc l'outil va réagir, que ce soit un pendule ou une baguette, l'outil va réagir. Et ce qui fait aussi que si jamais vous avez, par exemple, votre lit positionné juste au-dessus, de cet endroit, eh bien, vous ça veut dire que vos cellules vont avoir beaucoup plus de mal à se régénérer. Vos cellules sont sensibles au champ magnétique et elles vont percevoir quand elles sont sur un champ magnétique voilà, normal et quand le champ magnétique est plus bas. Si le champ magnétique est plus bas, elles vont avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour se régénérer. Et ce qui fait que le matin, justement, vous aurez très bien dormi, mais par contre, vous allez vous sentir fatigué. Comme si vous auriez eu besoin du double de temps pour vraiment vous régénérer. Ça, c'est vraiment typique d'une veine d'eau souterraine. Alors je vous montre aussi ce petit schéma que j'ai fait très rapidement. Une veine d'eau souterraine, elle peut aussi avoir un impact, tout simplement parce que les veines d'eau sont conductrices et elles peuvent, en fait, acheminer, des nocivités. Donc par exemple, si vous avez une antenne relais ou une installation, électrique, et bien s'il y a une veine d'eau souterraine qui passe, et bien elle peut, acheminer des ondes électromagnétiques tout comme elle peut acheminer des informations énergétiques telles qu'une mémoire de sol, des entités, etc. Alors soyez rassurés,
dans le sens où il y a forcément des solutions, hein. Comme je vous ai dit, des vannes d'eau souterraines, il y en a un peu partout sous nos pieds. C'est juste qu'on va éviter de placer les chambres et les endroits où on va rester, très longtemps, au-dessus des veines d'eau souterraines. Si vous avez une veine d'eau souterraine, par exemple, sous la salle de bain, c'est pas très embêtant. On n'y passe pas, 18 heures par jour dans la salle de bain. Évidemment, hein, la solution aussi, ça peut être tout simplement d'harmoniser le lieu pour, neutraliser les rayonnements, de la veine d'eau souterraine. On passe maintenant au moment des travaux et de la vente, donc soit c'est le moment du chantier ou de la rénovation, ou alors le moment où on change de propriétaire. Là, on a des problématiques assez, spécifiques qui peuvent venir se poser à ce moment-là. Alors, on va être particulièrement vigilant aux gardiens des lieux parce que, si jamais vous sentez qu'il y a un blocage dans les travaux ou un blocage dans le changement de propriétaire, certainement qu'il y a soit une problématique avec le gardien des lieux qui, en fait, est, une énergie protectrice des lieux, mais parfois, elle peut être en désaccord soit avec ce qui s'est passé dans les lieux, soit avec, voilà, ce que les habitants ont fait du lieu et cetera. Et dans ce cas-là, il va falloir aller entrer en contact avec lui pour voir est-ce qu'il a besoin d'une offrande? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose de particulier? Autre chose qui peut bloquer, et bien, les ventes et les travaux, c'est les entités. Alors j'ai fait exprès de mettre cette petite photo qui fait «peur» entre guillemets. Alors les entités, oui, ça fait peur. Oui, moi j'en avais extrêmement peur, surtout au début où je commençais à m'ouvrir à ça. Bah, j'ai été en contact avec des âmes et ça m'a fait extrêmement peur. En fait, le truc, c'est que la société nous cultive un sentiment de peur vis-à-vis des âmes, alors qu'en réalité, une âme humaine qui est restée bloquée dans un lieu, c'est une âme qui n'est pas à sa place et qui va se manifester de différentes façons en allant parfois toucher les personnes, en se manifestant par des bruits, en bougeant des objets, et cetera. Tout simplement pour demander à remonter. C'est vraiment un appel au secours. Il faut voir ces manifestations comme des appels au secours. Donc, il faut aller voir, est-ce que l'habitant a des sensations peut-être d'être observé? Est-ce qu'il a déjà ressenti des manifestations quelconques? Si c'est le cas, eh bien certainement, qu'une libération va être nécessaire pour, du coup, faire en sorte de fluidifier les travaux, fluidifier, du coup, la vente. Donc voilà, s'il y a des blocages au niveau des travaux ou de la vente, bien souvent, alors évidemment, il faut voir au cas par cas, mais ça tourne autour soit d'une problématique de gardien des lieux, soit une problématique en lien avec des entités. C'est moi en photo. Alors, l'aménagement intérieur, donc c'est vraiment, le moment où on vient décorer, hein. Donc je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de décorateurs d'intérieur, décoratrices, vous attendez ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir au moment où justement on rénove, où on refait l'intérieur des pièces? Donc, ben, déjà il y a tout l'amont, hein, évidemment, s'il y a des problèmes de gardien des lieux, s'il y a des problèmes de mémoire des murs, de sol et cetera. Tout ça, vous pouvez le prendre en compte, hein. Donc on va être particulièrement vigilant à ce moment-là aux mémoires de mur. Les mémoires de mur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont ces informations énergétiques qui ont été enregistrées par les murs et qui vont en fait constamment réémettre cette énergie-là. Par exemple, s'il y a eu une mémoire de divorce ou voilà de ce genre de choses, eh bien les murs vont enregistrer cette information et vont réémettre cette énergie-là. Ce qui fait que quand on rentre dans le lieu, on va pouvoir se sentir extrêmement, tendu, on peut se disputer avec son conjoint, on peut ressentir de la lourdeur, voilà, on peut ressentir vraiment des énergies, très lourdes. Donc là, dans ce cas-là, vous aurez beau, aménager le lieu, mettre de magnifiques couleurs, si vous faites une chambre, un peu cocon, rosée et cetera pour cultiver l'amour et cetera. Si dedans vous avez des comment dire? Des mémoires, de divorce et cetera, malheureusement, il y aura toujours ce ressenti-là. On va aussi, prêter attention à ce qu'on appelle les cheminées cosmotelluriques négatives. Alors là, évidemment, c'est une représentation, hein, c'est une vue de l'esprit. Voilà, il faut se connecter à ça pour bien comprendre ce que c'est. En gros, c'est une spirale d'énergie. Il en existe des positives, mais il en existe aussi des négatives. Et on va être vigilant à ça quand on va décorer les intérieurs parce que
Typiquement, quand on a, une cheminée cosmotellurique dans un lieu, eh bien, ça peut générer une difficulté de s'approprier les lieux. On peut ne pas avoir envie de s'installer dans la pièce. On peut ne pas avoir envie de s'installer, et cetera. Donc ça, c'est pareil, si vous allez intervenir dans un lieu, dans une pièce où il y a une cheminée cosmotellurique, ben, peut-être que vous-même, vous aurez des difficultés à avoir de la créativité, de l'inspiration, mais surtout, les habitants, même si le lieu est décoré, ils vont pas forcément avoir plus envie de s'installer dans le lieu parce qu'il y a cette énergie-là qui prend toute la place et qui est extrêmement négative. Pendant les aménagements intérieurs, on va aussi vérifier les influences souterraines, et notamment, les veines d'eau. Pourquoi? Parce que parfois, ça peut arriver, alors c'est rare, mais ça arrive, on peut avoir ce qu'on appelle des points géopathogènes. Donc là, c'est aussi une petite représentation. Donc ici, vous avez une veine d'eau souterraine. Si jamais vous avez un réseau Hartmann qui se croise au-dessus d'une veine d'eau souterraine, ça crée ce qu'on appelle un point géopathogène et ces points-là peuvent être extrêmement, négatifs pour le corps. Notamment si par exemple vous en avez un sous le lit, eh bien ça peut générer beaucoup, beaucoup de problématiques, mais d'une façon très, très localisée. Par exemple, j'étais intervenue chez un monsieur qui avait des problématiques, de vessie et comme par hasard, il y avait un point géopathogène vraiment juste à l'endroit du bas-ventre, sous son lit. Donc ça, c'est des choses qu'on va aussi regarder, pour éventuellement soit, eh bien, disposer, les meubles différemment, soit, on va faire en sorte, ben, du coup, d'harmoniser le lieu pour, ben, quand on harmonise, entre autres, hein, vous savez cette idée du champ magnétique, ça va, rééquilibrer le champ magnétique terrestre et donc du coup, on n'aura plus cette problématique de réveil, ou quand on est fatigué, vous savez et ça va aussi neutraliser les points géopathogènes. Dernière chose qu'on va aller voir évidemment, quand on aménage un intérieur, c'est à nouveau les ondes électromagnétiques. Donc on va éloigner au maximum les sources d'émissions, on va au maximum essayer de protéger les habitants. On va faire en sorte d'éviter que les habitants soient, soumises de façon, importante et en situation prolongée à ces ondes électromagnétiques. Alors il y a plein, plein de choses à mettre en place, mais par exemple, un exemple, on va éviter par exemple tout ce qui est meubles en fer et notamment les lits avec un encadrement en fer. On va préférer les matériaux comme du bois qui vont être un matériau neutre qui n'est pas conducteur, parce que le fer est conducteur. Donc si par exemple vous avez, le radio réveil, la lampe de chevet, voilà tout ça qui est branché avec un lit avec un encadrement en fer, bah, ce qui va se passer c'est que le lit capte, les ondes électromagnétiques et il y a ce qu'on appelle un effet de couplage capacitif, donc il va réémettre ces ondes, magnétiques-là. Électromagnétiques, pardon. Comment ça fatigue. Voilà, donc là, je vous ai donné, plein de, voilà, plein de petites astuces, des petites choses à prendre en compte. Dites-moi déjà si ça peut vous aider, voilà, à commencer à observer un petit peu les lieux différemment, à regarder les lieux différemment pendant vos conceptions. L'idée, c'est vraiment de prendre en considération ces énergies pour éviter à vos clients d'éviter des désagréments. C'est vraiment ça. Évidemment, on peut aller plus loin, mais déjà si vous mettez en place, si vous commencez à être curieux et à observer et à essayer de faire les choses, un petit peu différemment dans vos conceptions, je suis sûre que vous allez pouvoir vraiment aider, vos